Vue du ciel, la terre n'est plus à nous. On la partage avec tout ce qui vit. Tout est vivant et tout est lié. Mais pourquoi cette émission? Parce qu'en 30 ans, nous avons perdu près de 30% de tout ce qui vit sur Terre. Il est urgent de réagir. Bonsoir. Je suis vraiment très heureux de partager avec vous cette émission, ici au Kenya. C'est un pays magnifique qui réunit un grand nombre d'espèces animales et végétales assez faciles à voir. C'est l'endroit idéal pour parler de la biodiversité, c'est-à-dire du tissu vivant qui couvre notre planète, du plus petit au plus grand. Dans cette émission, nous allons faire un état des lieux de la planète et aujourd'hui du vivant. Et nous allons voir que sans céder à la panique, il est urgent de réagir devant les agressions parfois irrémédiables que nous lui faisons subir. C'est un formidable voyage au cœur du vivant qui nous emmènera au Kenya observer les derniers grands fauves en liberté. Et nous assisterons à l'une des plus grandes migrations du monde animal. 1,5 million de gnous arrivent de Tanzanie. En traversant la rivière, ils laissent derrière eux des milliers de cadavres. Cohabiter avec la nature sauvage. Pas facile quand des troupeaux d'éléphants viennent dévaster les plantations. Cohabiter. En République démocratique du Congo, on a décimé 30 000 hippopotames. Et c'est l'homme qui en fait les frais. Merde. C'est pas possible, ça. Au Brésil, la menace plane sur les marais du Pantanal. Des hommes et des femmes font ce qu'ils peuvent, avec les moyens du bord, pour préserver ce paradis de biodiversité. Déforestation. En Tasmanie, au sud de l'Australie, elle se pratique au napalm. Ils détruisent tout, et ça, ils ne veulent surtout pas le montrer aux touristes. Pourtant, en Chine, la médecine moderne vient de découvrir qu'une plante guérit le paludisme. En détruisant les forêts, nous nous privons de la grande pharmacie de la nature. Je vous le dis, les plantes sont largement bénéfiques pour la santé des hommes. Quand l'homme joue aux apprentis sorciers, il suffit d'un rien, l'introduction d'un poisson un peu trop vorace pour créer un déséquilibre dévastateur dans le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Quant au Kilimandjaro, son glacier est en train de fondre, une conséquence directe du changement climatique. Le dégel de la banquise bouleverse la vie quotidienne des Inuits et annonce la probable disparition du maître des glaces, l'ours blanc. Vous voyez ? Les problèmes sont aussi complexes que la Terre est vaste. Mais ce qu'elle sera demain, nous le décidons aujourd'hui. Il n'y a pas d'un côté l'homme et d'un côté la nature. L'homme fait partie intégrante de la nature. Nous faisons partie d'un tout et nous devons apprendre à coexister avec la diversité du vivant. Au Kenya, il y a 30 ans, je gagnais ma vie comme pilote de montgolfière. Avec Anne, ma femme, j'étais venu en Afrique étudier les lions. Très vite, j'ai compris que la photographie révélait des comportements que nous avions du mal à décrire avec des mots. J'ai photographié la même famille de lions tous les jours pendant 3 ans. Pour la petite histoire, nous les reconnaissions en comptant leurs poils de moustache. Cette réserve du Masai Mara est un endroit unique au monde pour observer les animaux sauvages en liberté. Comme l'homme ne chasse plus ici depuis 60 ans, pour eux, nous ne sommes ni des prédateurs ni du gibier. Nous sommes acceptés. À la longue, je me suis attaché à eux. Je partageais leurs émotions. Je m'inquiétais pour un lionceau malade. Je sentais tout ce qui me reliait à eux. C'est incroyable de les voir comme ça. Aujourd'hui, je suis de retour dans le parc du Masai Mara où vivaient mes lions.
Je retrouve avec plaisir mon vieil ami Jonathan Scott. Look at this guy. I mean, look. Does that say Africa? Photographe comme moi, il anime une émission sur les fauves sur la BBC. Et quand nous nous retrouvons, de quoi parlons-nous? De l'Afrique et surtout de nos lions. Well, I think, firstly, why Africa? D'abord, pourquoi l'Afrique? N'est-ce pas là que nous sommes nés? Par là, je ne veux pas dire que je suis né ici. Je suis né en Angleterre. Mais l'homme, en tant qu'espèce, vient d'Afrique. C'est un peu le berceau de l'humanité. Et il y a 2 millions d'années, nous n'aurions pas regardé les lions. Nous serions plutôt cachés derrière ces buissons. Parfois, nous aurions essayé de voler la nourriture des lions. Notre lien avec la terre africaine remonte très très loin dans le temps. Pour tous ces grands fauves, est-ce qu'il y a une possibilité de vivre avec l'homme? Pas vraiment. J'aimerais bien te convaincre que tout va pour le mieux. Oui, tout va bien pour ces lions tant qu'ils sont dans un espace protégé, comme le Masai Mara. Parce que les gens ne peuvent pas tuer les lions tant qu'ils restent ici à l'intérieur. Mais s'ils franchissent les limites du parc, et que je suis un Maasai qui possède du bétail et qu'un lion attaque mon troupeau, ce lion sera très différent de celui que toi et moi nous aimons. C'est facile pour nous de rester ici et de trouver ces lions merveilleux. Ils ne sont plus si merveilleux quand ils attaquent un troupeau, quand ils détruisent votre moyen de subsistance. Au Kenya, on a choisi de protéger la faune sauvage en créant de grandes réserves comme celle du Masai Mara. Depuis, elles sont devenues une attraction touristique. Pour ce pays pauvre, c'est une source importante de devises et d'emplois. Ici, les animaux ne craignent plus l'homme, et même quelquefois, ils oublient sa présence. Une fois, il y a eu un guépard qui était poursuivi par une antilope et qui s'est réfugié sur le toit de ma voiture. Et quelques minutes après, il a utilisé mon véhicule comme des toilettes, très tranquillement. Et il s'est mis à faire sa crotte, tandis que le caméraman filmait la scène. Maintenant, quand les gens me croisent, comme ils ont vu la scène à la télé, ils disent « Tiens, regarde, c'est le type qui ramassait les crottes de guépard. » En fin de compte, ce qu'on voit maintenant, c'est presque un mensonge. On a l'impression qu'il y a des lions partout en Afrique, mais en fin de compte, les lions sont tous seulement dans des réserves. Il y a probablement autant de lions aujourd'hui qu'il y en avait quand tu les observais il y a 30 ans. Peut-être 500 lions. Cela peut sembler beaucoup. Et quand on regarde une créature comme un lion, elle a l'air si puissante, si forte, comme si rien ne pouvait la déranger. Il ne faut pas se leurrer. Dans l'Afrique tout entière, on estime qu'il y a moins de lions qu'on ne le pensait au départ. Peut-être moins de 40 000 lions dans toute l'Afrique. Les lions sont protégés ici. À l'extérieur, ils ont un gros problème. Et ce gros problème, c'est nous. 40 000 lions en Afrique, ça paraît beaucoup. Mais il faut savoir qu'il ne reste que 6 000 tigres en Asie, alors qu'ils étaient 100 000 il y a un siècle. C'est toujours la même histoire. Nous sommes en compétition avec eux pour le territoire. Si les lions sont aussi nombreux dans le Masai Mara, c'est parce qu'il y a ici une source très importante de nourriture. Trois mois par an, la réserve est le lieu de passage d'une migration exceptionnelle. Mais aujourd'hui, tout est calme. Ici, j'ai vécu un des moments des plus impressionnants de ma vie de photographe et sans doute de ma vie d'homme. À cet endroit, des milliers de gnous vont traverser la rivière et beaucoup vont mourir. Chaque année, selon un rituel immuable, près d'1 million de gnous quittent les prairies de Tanzanie pour rejoindre les plaines vertes du Masai Mara au Kenya. C'est un long voyage de 4 mois sur 700 km. C'est la dernière grande migration terrestre sur la planète. Chaque fois en les voyant, je pense à ce qu'était, il y a 150 ans, la migration des bisons à travers les grandes plaines d'Amérique. Ils étaient 60 millions, ils sont aujourd'hui 500 000. Il faut absolument traverser cette rivière. Ces milliers de gnous se jettent à l'eau pour atteindre notre rive, mais il n'y a qu'un seul passage pour tous. C'est le chaos complet entre les mères qui appellent leurs petits et les petits qui appellent au secours. La bousculade est telle
que beaucoup de gnous vont mourir noyés et piétinés. J'ai souvent assisté à cette scène, c'est terrible à voir. On essaye toujours de sauver quelques bêtes, mais très vite on comprend que ça sert à rien. Le calme est revenu. Les carcasses se comptent par centaines, à tel point que les hippopotames se transforment en éboueurs. Ils entassent les gnous morts sur un coin de la berge comme s'ils voulaient nettoyer la rivière. Ce tas de cadavres peut sembler absurde. Pourtant, depuis toujours, c'est le lieu de rassemblement de tout un petit monde. Les vautours qui viennent de 200 km à la ronde, les crocodiles, les poissons de la rivière et ces millions d'insectes qui pullulent. Cette migration joue donc un rôle très important dans l'équilibre général de la nature. Quand on parle du vivant, encore une fois, il faut se rappeler que tout est lié. En éliminant les hippopotames du lac Édouard, en République démocratique du Congo, l'homme est en train de découvrir qu'il compromet son propre avenir. C'est la deuxième zone au monde la plus riche en biodiversité. 71 espèces de mammifères, 10 000 plantes recensées. C'est un théâtre naturel, le parc des Virunga, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes au cœur de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs et des volcans. C'est là que vivent les fameux gorilles des montagnes. Mais au sol, le décor est loin d'être aussi idyllique. Une guerre civile entre les forces gouvernementales et leurs opposants. Entre les deux, les troupes de l'ONU. Le conflit affame le pays depuis 10 ans. Cette route est l'une des plus dangereuses. À l'intérieur de ce 4x4, Peter parcourt inlassablement le territoire. Tout le monde a peur de la route, mais moi, j'essaie un peu d'oublier à un certain moment, si je veux vraiment accomplir ma tâche. J'oublie qu'il y a des attaques pour accomplir, sinon je n'accomplirai rien. À un moment donné, vous êtes obligé d'être là et de faire semblant de vous habituer à ces choses-là, mais ça fait mal, mais c'est ça la guerre. La tâche de Peter, son combat, lui, est beaucoup plus pacifique. C'est la survie des hippopotames. Il y a près de 30 ans, vivait ici la plus grande concentration d'hippopotames du monde. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 800, alors qu'il y en avait 30 000. Les hippopotames, officiellement protégés, ont été exterminés par l'homme. Peter s'occupe des espèces en danger pour le WWF, le Fonds mondial pour la nature. Ce matin-là, il vient patrouiller avec les brigades anti-braconnage du parc. 450 gardes qui traquent les braconniers sans radio, ni jumelles, et encore moins de voitures pour surveiller un territoire plus grand que la Corse. Des hommes qui risquent leur vie pour 30 € par mois. Aperçu. Alors... Un feu à peine éteint attire leur attention. Visiblement, les braconniers ne sont pas loin. Regarde. Tu vois ça? Voilà. Ça c'est vraiment très frais là. Voilà. Merde. Voilà. Voilà. Puis ils ont laissé la viande, ils ont tout laissé ici. Merde. Des carcasses comme celle-là, les rangers en trouvent une dizaine par mois. Un des moins encore là. Les pachydermes sont abattus pour leur viande ou leur ivoire. C'est pas possible ça. Je veux pas. Ils ont eu quand même le temps d'enlever le... Tu vois, ils ont scié, hein? Ça c'est la scie. Ça c'est la scie, ils ont scié. Et on en a toujours comme ça, chaque fois. Pour se rendre compte de la disparition de l'hippopotame, Peter survole régulièrement la zone. Un désastre vu du ciel.
il y avait 28 hippos qui étaient permanents ici, mais qu'aujourd'hui, tu peux voir toi-même, est-ce que tu peux voir une trace d'hippo ici? Il n'y en a pas. Plus un hippopotame ici. Et Peter ne peut retenir ses larmes. Car lui le sait bien, en tuant l'hippopotame, l'homme met en jeu sa propre survie. Petit matin, au lac Edward. Les premiers concernés par la disparition de l'hippopotame, ce sont les pêcheurs qui vivent sur le lac. Depuis la création du parc en 1935, ils sont les seuls admis légalement sur le territoire. Charles vit de la pêche depuis 20 ans. Mais depuis que l'hippopotame a quasiment disparu, rien ne va plus pour lui. Sa pêche est bien maigre. Auparavant, dans les années 80, on allait au lac pour aller pêcher. On récupérait même 1000 poissons. Mais aujourd'hui, on va au lac. Par jour, on peut récupérer 20 à 10 poissons. Et on sait bien que les excréments de l'hippopotame, c'est la nourriture des poissons. Maintenant, quand on tue l'hippopotame, c'est-à-dire à ce même moment, les poissons aussi vont diminuer. Ce que décrit Charles, c'est un cercle vertueux, comme seule la nature sait en produire. Les hippopotames rejettent dans le lac des excréments chargés de nutriments. Dans leur sillage, les poissons qui les suivent à la trace se nourrissent de ces déjections essentielles à leur existence. Sans hippopotame, pas de nourriture pour les poissons donc. Et sans poissons, pas de pêche pour les hommes. L'homme n'est donc pas supérieur à la nature. Il en fait totalement partie. La chaîne alimentaire était parfaite au lac Edward, jusqu'à ce que l'homme tue l'hippo. Il faut donc éloigner l'homme de l'hippopotame. C'est l'autre mission de Peter. Car les 800 rescapés doivent toujours cohabiter avec les bandes armées ou les agriculteurs qui ont envahi le parc pendant la guerre. Ils ont bâti ces petits villages en toute illégalité, sur le territoire des hippos. Tous ces gens qui sont là ne peuvent pas permettre à l'hippo d'exister. C'est impossible. Donc là vous voyez la fumée, c'est là où il y avait les maisons de bergers. On est en train de brûler là. Incendier les maisons, une solution radicale qui ne règle finalement rien. Et que vont devenir tous les expulsés? En attendant une solution durable, Peter refait ses comptes. Il cherche un signe d'espoir, une naissance qui lui aurait échappé. 8. Il y a l'autre qui est en brousse ici, 9. 10, voilà. On va plus près aussi du déversoir. Il y a 10. Il faudrait 10 ans, sans attaque de l'homme, pour que la colonie d'hippopotames du Virunga puisse se reconstituer convenablement. Nous sommes repartis à la rencontre de Charles, le pêcheur, à son retour dans son petit village de Nyakakom. Dans sa besace, ce jour-là encore, pas grand-chose à vendre. Il ne peut plus faire vivre sa famille et va devoir partir en ville, comme tant d'autres. Comme Charles, comme Peter, la plupart ici souhaitent désormais que l'hippopotame revienne dans le lac. Dans le monde, une espèce sur 4 est menacée chez les mammifères, 1 sur 8 chez les oiseaux et 1 sur 3 chez les poissons. Je survole maintenant les abords du parc national d'Amboseli, au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. 1000 mètres de plus que le Mont Blanc.
En fondant, la neige du glacier a formé un immense marécage qui est le cœur de la réserve. Ces chenaux que vous voyez ont été ouverts par des troupeaux d'éléphants. Pendant la saison sèche, ils viennent chercher ici l'eau et la nourriture. À cette époque, leur population peut doubler ou même tripler. C'est très impressionnant de voir passer un éléphant. J'ai vécu cette scène 100 fois et à chaque fois j'éprouve la même émotion. Un éléphant, il a la puissance tranquille d'un animal qui ne craint personne et qui n'est craint par personne. L'éléphant, c'est le jardinier de son territoire. C'est lui qui débroussaille et qui tond les grandes herbes. Avec ses bouses, il sème aussi des graines qui sont autant de pépinières. L'éléphant, au fond, c'est un petit écosystème à lui tout seul. Ça fait 20 ans que Nora étudie ces éléphants du parc d'Amboseli. Elle les connaît tous par leur nom et elle a créé avec eux une relation très particulière. Hello, Fronsky. How are you Bonjour today? Frosky. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, you are not supposed to Non, scare. tu ne dois pas avoir peur. C'est bien moi, mais je suis dans un véhicule différent. You're scared? Tu as peur? It's Nora. C'est Nora. It's all right. Tout va bien. They never Il forget. n'oublie jamais. Can be aggressive or not? No? They do. Oui, ils peuvent être agressifs, mais uniquement pendant la période des amours. It can be aggressive with the tourists, with the car, or things like that. Non, non, ils ne sont pas agressifs avec les voitures et les touristes. C'est quand les femelles sont en chaleur et que les mâles se rapprochent. Ils sont alors sexuellement actifs. They both come in that period. Tu sais, ce sont des animaux si intelligents, mais ils ne voient pas très bien. Tu pourrais te déplacer ici devant eux, ils ne te verraient pas. Leur vue est faible. Ça, ils ne voient pas très bien, les éléphants. Yeah. Oui, ils n'ont pas une très bonne vue. They have sense of good Par hearing, contre, ils ont une très bonne ouïe et un excellent odorat. but poor seeing is very poor. Tonight, Le problème, c'est que le soir, ils rentrent dans les fermes. they go to the farm at night. Dans la journée, ils se nourrissent dans le parc, ils viennent s'abreuver, mais le soir, ils vont dans les fermes. They go to the farm. Ici aussi, on retrouve des problèmes de cohabitation. Vous voyez ces champs de maïs? Certains sont régulièrement saccagés. Traditionnellement, les Maasai sont des éleveurs. Pendant des siècles, ils ont cohabité pacifiquement avec les éléphants. Mais aujourd'hui, les Maasai ont loué leurs terres à des cultivateurs. Certains même la travaillent. Et les problèmes de voisinage ont commencé. J'avais planté des oignons. Tout a été mangé par les éléphants. J'en avais planté partout, ici et là, au milieu du maïs. Je les hais, ils ont encore tout détruit. J'aimerais bien qu'on s'occupe de ce problème. Je ne suis pas content du tout. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien du tout, c'est une catastrophe. Comment je vais faire pour payer l'école de mes enfants? Comment je vais faire pour les habiller et les nourrir? Que se passe-t-il, Nora? Le nombre d'éléphants est en augmentation. Ils sortent du parc et ils vont dans les champs. Alors ils posent des problèmes aux fermiers. Qu'est-ce que vous allez faire contre les éléphants? Je n'ai pas le choix. Je vais cultiver mon champ encore une fois. Je vais replanter des oignons, mais cette fois, je m'occuperai moi-même de protéger mon champ la nuit. Je serai dans mon champ tous les soirs. Avez-vous déjà été attaqué par des éléphants en protégeant vos champs? Est-ce que ça arrive souvent? Les éléphants ont tué autant de gens qu'il y a d'épis de maïs dans mon champ. Et personne ne paye pour les morts. Qu'est-ce que vous allez faire? Les éléphants, vous allez les tuer ou les déplacer? Tuer les éléphants n'est pas une solution. On ne peut pas tous les tuer. Mais s'ils restent dans le parc, ils recommenceront à aller dans les champs. Donc la solution, ce sont les barrières et les corridors. Ça nous aidera beaucoup. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les champs de maïs sont-ils toujours dévastés par les éléphants? Vous allez comprendre. Ça, c'est la fameuse barrière électrique contre les éléphants. Mais malheureusement, les panneaux solaires ont été volés, les batteries aussi. Donc les éléphants cassent les poteaux, cassent les fils de fer, ça ne sert plus à rien.
Voilà. Les vrais responsables de cet échec ne sont donc pas les éléphants, mais les hommes. Pourtant, c'est difficile pour moi de porter un jugement dans un pays où le revenu moyen par habitant est un des plus bas de la planète. Les hommes sont souvent en contradiction avec eux-mêmes. Nous arrivons à la ferme orphelinat de Daphné Shelnock. Daphné recueille les petits éléphants dont la mère a été tuée. L'éléphant a un besoin vital de conserver sa relation avec son groupe. C'est l'amour que leur gardien leur donnera qui va les sauver. Ça, c'est le petit qui a amené Nora. Voilà. Bon, la mère a été tuée par des fermiers qui rentraient dans les plantations la nuit. Hein. Les éléphants ont une très très grande mémoire affective et ils se souviennent de leurs soigneurs toute leur vie. On raconte l'histoire d'un éléphant de 42 ans qui, 35 ans après, sans l'avoir vu, a reconnu immédiatement son soigneur. Hein? Comment tu vas, toi? Et quand ils arrivent ici, ils sont très très déprimés. Ils sont vraiment, ils ont perdu leur mère et quelquefois, même s'ils sont en bonne santé physique, ils n'arrivent pas à les sauver tellement ils sont tristes. Hein? Tout le travail des soigneurs sera de reformer un groupe, de reconstruire une famille. Et j'aime à penser que c'est par l'amour qu'on sauve des vies. Ce qui est formidable ici, c'est que ça permet à tous les enfants de Nairobi, parce qu'en fin de compte, tous les Africains qui vivent dans des villes ne connaissent pas les animaux sauvages, n'ont pas les moyens d'aller dans les réserves. Donc ça permet d'approcher les animaux, d'avoir un discours très écologique fait par les soigneurs. Quand on parle de la sélection naturelle, on pense surtout à la lutte pour la vie. Et peut-être que la nature a aussi inventé l'amour pour notre survie. Et ça, faut pas l'oublier. Protéger la biodiversité, c'est protéger aussi les milieux naturels. Et de ce point de vue, les zones humides, c'est-à-dire les marais, les marécages, les tourbières, sont des paradis de biodiversité. En un siècle pourtant, à cause de l'activité humaine, 50% des zones humides de la planète ont disparu. Et à leur tour, les marais du Pantanal au Brésil et surtout leur faune sont menacés. Mais aujourd'hui, dans cette partie du globe, certains hommes réapprennent à vivre en harmonie avec ce monde animal. C'est un territoire unique au monde. Une terre reculée que les Brésiliens surnomment la terre de personne. Le Pantanal est la plus vaste zone humide de la planète. Pendant la saison des pluies, de novembre à mars, l'eau inonde entièrement cette plaine qui s'étend sur 3 pays. Le Paraguay, la Bolivie et donc le Brésil. Sous les eaux, un territoire grand comme les 2/3 de la France. Cette région, à mi-chemin entre milieu aquatique pur et milieu terrestre, est un lieu idéal pour l'habitat et la reproduction d'un nombre impressionnant d'espèces. Un jardin d'Éden, peuplé de mammifères, d'amphibiens, de reptiles, de poissons. Un sanctuaire pour 250 espèces d'oiseaux, comme l'ibis, le toucan ou le célèbre ara bleu. Les zones humides comme celle du Pantanal sont essentielles sur la Terre. Ces marais jouent d'abord le rôle de filtre écologique. Ils piègent les sédiments et purifient l'eau que le ciel amène. Ils améliorent la qualité de l'eau en la débarrassant de polluants comme les nitrates. Ces sols sont aussi de gigantesques éponges, capables de retenir l'eau pendant plusieurs mois en cas de pluie très abondante et de la restituer en cas de sécheresse. La famille de Mauricio est venue s'installer ici, dans ce réservoir de biodiversité, il y a 15 ans. Mauricio est désormais guide dans la région et son émerveillement est intact. Un anaconda.
C'est le serpent que l'on voit le plus ici au Pantanal. On ne peut l'observer que quand il se fait dorer au soleil comme ça. Celui-là est assez petit, environ 2 mètres, mais ils peuvent atteindre 3 ou 4 mètres. C'est incroyable de le voir comme ça. C'est tellement difficile de les observer. L'animal est redoutable. Son festin du jour, c'est à peine croyable, le plus grand rongeur du monde, le capybara, jusqu'à 60 cm de haut et 65 kg. Pour tuer sa proie, l'anaconda l'étouffe. Mais le plus dur est de l'avaler. L'élasticité de la gueule du reptile est extraordinaire. Les mâchoires semblent se dilater à l'infini. Il faudra 6 heures pour ingérer le rongeur. Ces zones humides propices à l'agriculture ont attiré la convoitise de l'homme. Depuis 3 siècles, les humains et la nature se disputent donc ce territoire du Pantanal. Et dans cette fazenda, les bêtes sont régulièrement attaquées par le prédateur historique de la zone. Un fauve qui guette ses proies la nuit, le jaguar. Il y a encore 20 ans, la chasse était autorisée par la loi. Dans le Pantanal, ces chasses à répétition ont bien failli exterminer le plus grand félin du Nouveau Monde. Chaque ferme avait son chasseur attitré. Antonio Ribeiro a été l'un des meilleurs d'entre eux. À son funeste compteur, 60 jaguars. Mais depuis 1 an, Antonio a arrêté définitivement la chasse. Confession d'un repenti. Vous savez, j'ai emmené des gens au safari chasser le jaguar. Mais ils tuaient tout ce qu'ils trouvaient devant eux. Des cerfs, des fourmiliers, et parfois même ces grands oiseaux, les jabirus, l'emblème du Pantanal. J'en ai eu marre. Ils ne respectaient plus rien. Pour eux, la nature, c'était devenu un charnier. Voilà pourquoi j'ai décidé d'arrêter la chasse. Il faut empêcher la disparition du jaguar. Alors Antonio fait désormais équipe avec un biologiste. Ils ont capturé et équipé 10 jaguars de puces électroniques pour les étudier. Patiemment, ils parcourent les propriétés des fermiers à la recherche du félin. Ici, nous avons une situation assez révélatrice. Vous voyez, l'homme défriche de plus en plus pour cultiver et pour mettre son bétail. L'homme se rapproche donc sans cesse de la forêt et grignote petit à petit sur le territoire du jaguar. Et du coup, le jaguar est de plus en plus souvent en contact avec l'homme. Mais le jaguar n'est pas le seul animal du Pantanal que l'homme menace. Petit matin dans les méandres du delta du Rio Salobra. Carolina Vargas est vétérinaire. Avec son assistante, elle sillonne tous les jours ce labyrinthe aquatique. À la recherche d'un autre grand prédateur du Pantanal, la loutre géante, un mammifère qui peut atteindre 2 mètres de long. Longtemps chassée pour sa peau, la loutre géante a bien failli disparaître de la surface de la planète.
Les loutres géantes sont un indice très fiable de la bonne santé de l'environnement, de véritables bioindicateurs, car elles sont au sommet de la chaîne alimentaire. Si elles sont présentes dans la nature, c'est que tous les animaux aux étages inférieurs de la chaîne sont aussi vivants. La grande fierté de Carolina, c'est son dernier sujet d'étude, cette jeune loutre orpheline qui, sans l'homme, n'aurait pu survivre. Sancho a été trouvé par un pêcheur qui nous l'a apporté. Il était tout seul et dérivé dans le fil du courant. J'ai calculé qu'il avait moins d'1 mois. Il était vraiment tout petit. Alors, pendant 7 mois, Carolina a tout appris à Sancho. À jouer, à nager et même à pêcher. J'ai commencé à lui apprendre à se nourrir avec des poissons morts. Je lui donnais des petits bouts, et puis, petit à petit, des poissons entiers. Quand il a été habitué, je lui donnais des poissons vivants, jusqu'au jour où il était prêt pour aller les pêcher tout seul dans la rivière. Ça s'est fait en plusieurs étapes et ça a été vraiment un processus très long. On peut dire que j'étais sa mère en quelque sorte. Mais paradoxalement, plus il était en contact avec nous et plus il apprenait à devenir une loutre sauvage. C'était flagrant. Et il nous a montré que pendant ce processus, l'instinct animal a toujours été plus fort que le contact avec l'homme. Aujourd'hui, Sancho est reparti vivre dans les rivières du Rio Salobra. Carolina a réussi à réintroduire cette loutre géante dans son milieu naturel. Une première mondiale. À travers la planète, il existe d'autres zones humides comme le Pantanal. Le delta de l'Okavango, le delta du Danube, sans oublier tout simplement notre Camargue. Toutes ces zones sont menacées par l'homme. En 30 ans, notre planète a perdu 30% de ses ressources naturelles. Nous en sommes responsables. L'homme n'est pourtant qu'une espèce parmi les 2 millions officiellement identifiés. Le vivant, c'est aussi les forêts. Nous sommes de retour au Kenya, je mets le cap sur la forêt de Kakamega. Actuellement, nous survolons les collines de Kericho, qui ont été déboisées pour y installer ces immenses plantations de thé. Le thé a été amené ici par les missionnaires anglais au début du siècle. Et maintenant, le Kenya est le 3e producteur de thé au monde. Alors là, vous voyez ces grandes forêts d'eucalyptus qui ont été plantées pour pouvoir se servir du bois coupé pour faire sécher le thé. Les eucalyptus ont été importés d'Australie. Et c'est pas terrible pour la biodiversité parce qu'en dessous des eucalyptus, il n'y a pratiquement aucune vie. Regarde, c'est incroyable de nous regarder. Ils sont figés. On dirait qu'ils nagent. On a l'impression que ces gens nagent dans une mer de thé. C'est magnifique. On a détruit des milliers et des milliers d'arbres, mais on a donné du travail à 400 000 personnes. Nous gagnons à présent le dernier lambeau de forêt tropicale du Kenya. Il faut rappeler que dans ces forêts tropicales humides vit 50% de la faune et de la flore mondiale. La biodiversité y est exceptionnelle. Convaincre l'homme que la vie doit être protégée dans toute sa diversité, c'est l'objectif d'une association qui vient à la rescousse de la dernière forêt tropicale du Kenya, la Kakamega Forest, où je me trouve maintenant. Car la forêt de Kakamega est en péril à cause de la pression démographique. 200 000 personnes habitent ici.
En 50 ans, la forêt rétrécit de moitié. La principale cause de déforestation dans cette forêt, c'est la pauvreté. Donc une grande partie des revenus de la communauté vient des produits extraits de la forêt, comme le charbon de bois par exemple. Avec notre programme, nous cherchons à améliorer ses moyens d'existence sans pour autant malmener la forêt. Quand on parle de déforestation, il faut avoir un chiffre en tête. Pour 3 milliards de personnes sur la planète, le bois est la principale source d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a 3 milliards de personnes qui se chauffent, qui font cuire leurs aliments avec des arbres. Comment sensibiliser à la protection de la forêt? Benjamin Okalou a décidé de s'adresser aux enfants. Car ici comme ailleurs, c'est le meilleur moyen de convaincre les parents. Good morning. Good morning, sir. How are you? Dans le cadre du programme KEEP, tous les samedis, nous invitons les enfants des écoles à venir et à suivre un cours sur l'environnement. Nous leur apprenons la forêt, comment leur communauté peut la protéger, comment ils peuvent créer et entretenir des pépinières d'arbres. Nous leur apprenons l'importance des oiseaux, des autres animaux de la forêt, l'utilisation médicinale de certaines plantes. Nous organisons aussi des sorties en forêt pour qu'ils découvrent ce milieu et savoir pourquoi il est menacé. L'initiative de Benjamin ici au Kenya est primordiale. Mais la déforestation est loin d'être un problème réservé aux pays en voie de développement. Ce qui se passe en ce moment en Tasmanie, par exemple, où nous allons vous emmener, est particulièrement choquant. Cette île au sud de l'Australie est la proie d'une déforestation sauvage à très grande échelle au napalm. Comme une goutte tombée du grand continent australien, la Tasmanie semble s'enfuir vers l'Antarctique. Longtemps oubliée, cette île de la taille de l'Irlande est un paradis de la nature. Son eau a la réputation d'être la plus pure du monde. Mont La Pérouse, rivière Huon, baie de la Recherche, tout le long de la côte orientale s'égrènent des noms français. Ce sont eux qui les premiers ont décrit la forêt de cette île verte et sauvage. 200 marins et scientifiques envoyés par Louis XVI ont accosté ici, en Tasmanie. La forêt est exactement comme les Français l'ont trouvée il y a 200 ans. En fait, elle était déjà comme ça du temps des aborigènes qui sont arrivés ici il y a 10 000 ans. Docteur en médecine, militant écologiste, Bob Brown est un passionné. Devenu sénateur, il se bat depuis plus de 20 ans pour défendre la forêt. Ce que vous voyez là, ce sont des forêts cartes postales. Mais derrière ce décor, de l'autre côté des chemins, fermés par des barrières, ils détruisent tout. Et ça, ils ne veulent surtout pas le montrer aux touristes. Ce que les touristes ne doivent pas voir, ce sont ces hélicoptères au-dessus de la forêt primaire. Sous l'appareil, un réservoir largue des centaines de balles, contenant un dérivé du napalm. Au contact du sol, les paquets explosent, provoquant des incendies. Une méthode radicale utilisée par l'industrie forestière pour nettoyer le terrain. Les feux peuvent durer plusieurs semaines. En fait, ils détruisent les forêts anciennes et tout ce qui vit dedans. Toutes les espèces typiques de la forêt primaire pour la convertir en plantation industrielle. Ils détruisent des arbres centenaires, comme les eucalyptus de Tasmanie. Les plus beaux spécimens se trouvent ici, dans la vallée des Géants. Ils peuvent atteindre 130 mètres de haut et sont, avec les séquoias, les plus grands arbres du monde. La canopée abrite des plantes rares qui ont fasciné les explorateurs français. L'amiral d'Entrecasteaux a décrit la noblesse de cette forêt et la façon dont les aborigènes vivaient dans certains eucalyptus.
Cet arbre est un monument qui a traversé les siècles. L'intérieur a pourri et on peut facilement y faire tenir une équipe de football ou une chorale. Les aborigènes vivaient dans des arbres comme celui-ci pour se protéger du mauvais temps. Ce sont ces eucalyptus qui intéressent l'industrie du bois, pour leurs fibres et leur volume. Là, devant, vous voyez des coupes à blanc. Ils enlèvent tout, en laissant toutes ces cicatrices dans la montagne. Ils font des routes, coupent la forêt, puis l'incendie. Et plus de 90% du bois coupé part au Japon pour faire du papier. Ainsi finissent les géants de Tasmanie, en particules de bois pour l'industrie du papier. Depuis une trentaine d'années, une grande compagnie en situation de quasi-monopole exploite intensivement la forêt publique et privée. Elle coupe puis brûle en automne. Au printemps, elle replantera des espèces étrangères à croissance rapide, au tronc bien calibré pour les machines. En attendant, c'est la désolation. Ça me fend le cœur, ça me déprime d'aller dans la forêt et de voir ce qui se passe. Un seul de ces grands arbres, un eucalyptus, me suffirait pour avoir du travail toute la vie. Ned est ébéniste. Il est écœuré de voir des essences rares et anciennes partir en fumée. À peine 3% du bois coupé sert à fabriquer des meubles ou des objets nobles. Je ne gaspille rien. Je garde précieusement toutes les chutes de bois. J'en ai partout. Regardez cette pièce. Elle provient d'un bois ancien, très ancien, 1000 ans, 2000 ans peut-être. Parfois, je la regarde avec sa forme. Et je sais qu'elle aura une place précise dans le bateau. J'ai l'impression que ce bois qui a poussé pendant 1000 ans a attendu tout ce temps pour que je fasse ce travail. En Tasmanie, des ébénistes, des artisans sont au chômage. Le secteur du bois a perdu la moitié de ses emplois en 30 ans. Il n'y a pas besoin de beaucoup de bois pour construire un bateau comme celui-ci. Mais j'ai vraiment du mal à trouver les essences dont j'ai besoin. La destruction prend des proportions tellement alarmantes qu'une vingtaine de scientifiques australiens, spécialistes de l'environnement, ont lancé une alerte commune aux autorités. Peter McQuillan est l'un d'entre eux. Nous sommes sur une parcelle de 50 hectares. Vous voyez au sol des tonnes de bois coupé. Dans un an, tout va être incinéré pour préparer le lit des semences. Des graines d'eucalyptus sont semées par hélicoptère. À terme, nous aurons une nouvelle forêt, mais bien moins riche en biodiversité que l'ancienne. Leurs prélèvements montrent que les nouvelles plantations contiennent 10 fois moins d'espèces que la forêt primaire. Les scientifiques dénoncent la disparition des animaux sauvages. Des marsupiaux comme les wallabies, les opossums. Les diables de Tasmanie, espèces exclusivement australiennes, sont en voie d'extinction. Les animaux d'ici viennent manger les jeunes pousses d'arbres. Et la manière la plus économique de s'en débarrasser est de les empoisonner. C'est très efficace, ça tue beaucoup de marsupiaux. Et on retrouve aussi des traces de poison dans l'alimentation et dans l'eau potable. C'est une pratique cruelle. Et on pourrait trouver d'autres solutions. En 2004, près de 100 000 animaux ont été retrouvés empoisonnés. L'industrie utilise le 1080, un agent chimique mis au point par les nazis. Quand la forêt disparaît, toute la biodiversité périt avec elle. Ici, 300 millions d'années d'évolution ont été anéanties en moins de 30 ans. Vous voyez ce jardin de fougères? Il a poussé parce qu'un arbre en tombant a laissé pénétrer un peu de soleil.
Ces fougères arborescentes ont 600-700 ans. L'espèce existe depuis des millions d'années. Elle pousse très lentement, environ 1 mètre par siècle. Cette fougère de 6 mètres doit avoir 600 ans. Elle est plus vieille que les eucalyptus. Certaines ont 1000 ans. Le sénateur Bob Brown et ses amis défenseurs de la nature ont décidé de se battre, mais ils le payent cher. Heidi est cinéaste. Ils me poursuivent en justice et demandent $250 000 parce que j'ai filmé des manifestations contre la destruction de la forêt. Heidi, Bob Brown, une vingtaine de personnes sont menacées de procès. L'industrie leur reproche de ternir son image. Elle défend ses intérêts à sa façon. Il y a eu des épisodes violents en Tasmanie. Ils ont tiré sur Bob Brown et un caméraman comme moi a été frappé pour avoir filmé un camion transportant du bois. Qu'est-ce que tu filmes? Je fais juste mon travail. C'est mon droit. C'est un lieu public ici. Vous m'agressez. Avec toutes ces pressions, les gens se taisent. Ils ont peur de parler, d'exprimer leur opinion sur ce qui se passe ici en Tasmanie. Malgré la violence, les menaces de procès, le sénateur Bob Brown poursuit son chemin dans cette forêt qui, chaque jour, disparaît un peu plus. On ne doit pas se mettre en colère ou être déprimé. Le maître mot est détermination. Nous devons défier ces gens qui, pour toujours plus d'argent, ne voient rien. Ceci est une cathédrale et ils se comportent comme des vikings dans une cathédrale. Ils ne perçoivent pas la beauté, ils ne voient pas l'or, l'esprit de cette forêt. Ces hommes viennent avec des machines et détruisent tout pour une seule raison, l'argent. Nous perdons toute la connaissance, la beauté, notre mission de transmettre cette forêt aux générations futures. Si nous ne pouvons le faire ici, en Australie, dans un pays qui a la chance d'être riche, comment pouvons-nous demander aux peuples d'Amazonie, d'Indonésie ou d'Afrique de protéger leurs forêts? Il y a des chiffres qui effraient. Dans le monde, chaque minute, 28 hectares de forêt sont détruits. Par an, c'est l'équivalent d'un pays comme la Grèce. J'ai pris l'habitude, quand je consomme du bois ou du papier, de penser qu'ils ont d'abord été des arbres. D'où viennent ces arbres? Qui les a coupés? Comment? Avec quelles conséquences? Il faut se poser ces questions. Et toujours se demander, est-ce que je gaspille la nature? Au sud du Kenya, nous survolons à présent le lac Natron, un lac salé où nichent des colonies de flamants roses. Ils se nourrissent d'algues et de petits crustacés qui prospèrent dans ces milieux à très forte concentration de sel. Au-dessous de nous, la vallée du Rift. Cette immense faille qui déchire l'Afrique en deux sur 6000 km, de la mer Rouge au Zimbabwe. Pour moi, ces images de lac salé sont presque une bénédiction. J'aime prendre ces photos où le lit asséché des rivières, les failles, les craquelures deviennent des formes presque abstraites. Des paysages qui évoquent la terre des tout premiers temps. Sans remonter aussi loin, depuis que l'homme existe, il a appris à se soigner avec des plantes. Aujourd'hui dans le monde, 3 personnes sur 4 utilisent des plantes pour se soigner. En pays Maasai, je pars à la rencontre d'un Lebon, c'est-à-dire d'un chef spirituel. Il est très respecté ici car il connaît toutes les plantes qui guérissent. Nous l'oublions souvent, mais la moitié de nos médicaments vient de la nature. La forêt, c'est tout simplement notre pharmacie. Sopa Maasai. Dans combien de temps
vous pensez que votre fils aura toutes vos connaissances et qu'il sera comme vous, un grand lébonne reconnu. Cela fait 3 années que je lui enseigne les plantes médicinales. Tant qu'il n'aura pas la connaissance de toutes les plantes de la forêt, il n'ira pas à l'école. Je vais le promener dans tout le Kenya pour qu'il apprenne cette nature et ses dangers, comme les serpents et les poisons. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais soigner déjà? Cela fait 3 ans que mon père m'enseigne la forêt. Je suis un vrai lébonne. Je sais soigner les gens aussi. Grâce à mon père, je connais maintenant toutes les plantes de la forêt. Comment les choisir et comment faire des médicaments. Je sais reconnaître les poisons maintenant. Est-ce qu'il y a des plantes dont vous avez vraiment besoin et que vous avez du mal à trouver? Avant, il y avait des plantes très efficaces, mais elles ont disparu. Personne ne sait ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est les animaux, le feu ou autre chose. Quand j'étais jeune, il y avait un médicament très efficace pour soigner l'estomac, mais il a disparu lui aussi. C'était le meilleur pourtant. Je ne l'ai jamais retrouvé. Je suis allé jusqu'à Mao et en Tanzanie pour retrouver cette racine, mais elle a totalement disparu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai découvert une autre racine, mais ça c'est notre Dieu Engai et qui nous l'a donnée. Le paludisme, cette maladie présente ici au Kenya et partout dans le monde, tue 2 millions de personnes sur notre planète chaque année et souvent malheureusement des enfants. Et vous allez voir en Chine, les médecins traditionnels comme le docteur O utilisent une plante formidable, l'armoise annuelle depuis longtemps déjà. Vaincre le paludisme. L'espoir est né ici, à 8000 km de l'Afrique, en Chine. Un petit village au cœur du Yunnan, au sud-ouest du pays. La vedette locale, ce ne sont pas les champions de Mahjong, mais ce petit homme en blouse blanche. On vient de toute la région pour consulter ce vieux sage taoïste de 83 ans. Bon, votre pouls est meilleur. Ça a l'air d'aller mieux, hein? Vous serez bientôt guéri, je crois. Ouais, c'est sûr, vous êtes beaucoup mieux que la dernière fois. Faites-moi voir là. Oui, ça va, c'est mieux. Le docteur O est un médecin bien particulier. Chez lui, pas d'antibiotiques, d'antidouleurs ou d'antidépresseurs. Son savoir est ancestral. Sa connaissance depuis 60 ans, la médecine traditionnelle, qu'il a transmise à son fils. À l'arrière de leur cabinet, des seaux et de la poudre. À première vue, rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'est une petite boutique aux merveilles. Tous les remèdes du docteur O sont là. Les plantes de la région. Il connaît la composition de 2000 d'entre elles. Alors ça, vous voyez, c'est de la racine d'astragal. Ça permet d'améliorer la circulation sanguine. C'est bien aussi pour arrêter les pertes de sang, les hémorragies. C'est très bien, vous savez. Quand vous avez par exemple une hémorragie à l'estomac, vous prenez ça et l'effet est très puissant. Bon, vous allez prendre ça, 20 grammes à chaque fois, 3 fois par jour, et vous le diluez bien dans l'eau bouillie.
Moi, si je devais conseiller quelque chose aux enfants, je leur dirais de protéger les plantes de notre planète, car la nature est magique. Tout le monde le sait bien. Les plantes absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène utile pour la vie de l'homme. Mais vous le voyez bien, en plus, les plantes peuvent soigner l'homme. Bien sûr, il existe aussi des plantes toxiques et il faut faire attention à les utiliser en petite quantité. Mais en général, les plantes sont largement bénéfiques pour la santé des hommes. Tous les jours, le fils du docteur O parcourt inlassablement la montagne du dragon de jade. Son but, trouver des plantes aux vertus curatives. La biodiversité peut donc soigner l'homme, et bien au-delà des maladies bénignes. Car c'est dans le sud de la Chine qu'on trouve un petit trésor pour combattre le paludisme. Vous voyez cette plante? C'est de l'armoise. Ici, on la connaît depuis 2 siècles pour lutter contre la fièvre. Eh bien, en fait, cette plante, elle est exceptionnelle. Les scientifiques ont découvert qu'une variété de cette plante, l'armoise annuelle, pouvait guérir le paludisme et sauver plein de gens. Le paludisme, ou la malaria, c'est la maladie qui tue le plus d'enfants. 1 toutes les 30 secondes, rien qu'en Afrique. En cause, un parasite véhiculé par un moustique. Couvée par les nuages, de l'armoise sur quelques hectares. Nous sommes à Yuyang, au centre de la Chine. La plante est désormais semée massivement par les fermiers chinois. Quelques centimètres d'armoise annuelle, l'élément de base d'un médicament contre le paludisme. Beaucoup de soins et d'attention et 7 mois de croissance. Le professeur Ning veille à tout. C'est un expert de l'armoise annuelle, un scientifique qui a suivi le dossier depuis des années. Une bonne armoise doit contenir beaucoup d'essence. C'est ce que nous appelons le principe essentiel de la plante. Elle doit aussi avoir beaucoup de feuilles qui assurent un bon volume de production. Moi, rien qu'en goûtant, je peux savoir si une armoise annuelle est riche ou pas, avec des résultats très proches des laboratoires. C'est ça l'expérience. Pendant des années, les Occidentaux n'ont pas cru à notre découverte sur l'armoise, qui datait de 1972. Les scientifiques, vos scientifiques, pensaient que le traitement à l'armoise pouvait avoir des effets secondaires. Ils négligeaient la médecine traditionnelle chinoise. Bien plus qu'une plante, de l'or vert, une révélation. Mais la découverte intervenue en pleine guerre froide sera négligée pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce que l'Occident, enfin, s'y intéresse. Ces remèdes à base d'armoise sont-ils vraiment efficaces? Pour le savoir, nous sommes allés à Wangpa, un petit village au nord-ouest de la Thaïlande. Dans cette zone, le parasite a développé les résistances les plus fortes au monde aux traitements traditionnels. La Birmanie n'est qu'à 200 mètres d'ici. Mais de l'autre côté de la frontière, il n'existe aucun centre de soins. Alors les réfugiés affluent dans ce dispensaire. Plus d'une centaine sont venus ce matin-là, la moitié atteints par le paludisme. Tai Tai Win a 4 ans et 39 de fièvre depuis 3 jours. Sa maman, très inquiète, l'a amenée au dispensaire. Elle a un paludisme non compliqué, pas sévère. Là, elle dort. Elle a été testée positive et elle va recevoir un traitement dont on va lui donner la première dose aujourd'hui, associant l'armoise et la méfloquine, le lariam. Et sa maman l'a
la ramènera demain. Un traitement combiné donc. Un cachet dérivé de l'armoise couplé à une autre substance pour éviter que le parasite ne développe à terme des résistances. C'est une révolution. Dans 90% des cas, le patient est guéri. Nous sommes retournés au dispensaire le lendemain. Tai Tai Win a effectivement surmonté sa fièvre. Il aura fallu 30 ans pour que la découverte chinoise réussisse à convaincre les organisations internationales. 30 ans plus tard, 60 millions de morts plus tard, l'équivalent de la France rayé de la carte par le paludisme. Vous savez, en Europe, on estime que 15 à 40% des plantes auront disparu avant 100 ans. Et ces plantes vont nous manquer pour nous guérir. Respecter la biodiversité, c'est donc voir un peu plus loin que le bout de son nez. C'est considérer les choses sur le long terme. Car le temps de la nature n'est pas le nôtre. Le meilleur exemple, on le trouve ici, dans les eaux de ce lac, le lac Victoria. C'est le deuxième plus grand lac d'eau douce au monde. Une véritable mer intérieure qui s'étend sur 70 000 km² au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Et c'est aussi le berceau du Nil. Récemment, le lac Victoria a été le théâtre d'un déséquilibre majeur. Dans ces eaux, vers les années 50, on trouvait encore 200 espèces différentes de poissons d'eau douce. En quelques dizaines d'années, la plupart de ces espèces ont disparu. Le coupable, c'est la perche du Nil. Elle fut introduite dans le lac en 1954 par les colons britanniques. Et tout a dérapé. La croissance de ce poisson carnivore, qui peut atteindre 100 kg, est si rapide qu'il a décimé toutes les autres espèces. Comme elle n'avait pas de prédateurs, la perche du Nil s'est multipliée. Et c'est devenu une ressource très importante pour les pêcheurs qui exportent leur pêche à l'étranger. C'est la même perche qui arrive tous les jours par avion dans nos poissonneries en France. Mais les perches du lac Victoria sont en voie de disparition car elles n'ont plus rien à manger. Et les autres espèces de poissons, elles, ne sont jamais revenues. Monsieur Djamari, vous êtes le plus vieux pêcheur de ce village, Wakula, sur le lac Victoria. Vous avez connu l'introduction de la perche du Nil. Qu'est-ce qui a changé avec ce poisson? Dans un passé lointain, on cultivait plutôt. La pêche était difficile, on prenait les poissons un par un dès qu'on en avait attrapé un, et puis on rentrait car les crocodiles attaquaient les barques. Aujourd'hui, les pêcheurs épuisent littéralement le lac. Ils pêchent trop et s'ils continuent comme ça, il n'y aura plus de poissons du tout. Nous sommes trop nombreux à pêcher dans ce lac. Pourquoi tous ces poissons, ces grosses perches du Nil, sont-elles vendues? Vous ne les consommez pas ici dans le village? Vous savez, les habitants du lac étaient persuadés que cet énorme poisson avalait les hommes, et c'est pour cette raison qu'ils refusaient de le manger. La véritable explication, c'est que ce poisson vaut si cher qu'il n'est pas consommé sur place et qu'il est réservé exclusivement à l'exportation. En quelques années, les profits sont devenus tels que tous ces agriculteurs se sont transformés en pêcheurs. On est venu de toute la région pêcher ce poisson miracle. Comme pour une ruée vers l'or, des villages champignons ont poussé un peu partout. Et cette surpêche est en train d'épuiser complètement le lac. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour arrêter la disparition de tous ces poissons du lac? Si on continue à pêcher comme ça, la perche du Nil et les autres espèces vont disparaître définitivement. On n'aura plus rien à vendre et plus rien à manger.
Si on ne veut pas que la perche disparaisse, il faudrait pêcher ce poisson 1 mois sur 2 seulement. Il faut aussi diminuer le nombre de pirogues, ce qui laissera le temps aux poissons de se reproduire. So, ça, le lac is Uganda, Tanzania. Vous voyez, du plus petit organisme au plus gros, il y a bien des façons de casser l'équilibre très fragile du vivant. Aujourd'hui, on passe à une autre échelle. Notre inconscience a des conséquences planétaires. En multipliant les rejets de gaz à effet de serre, nous avons déréglé le thermostat de la planète entière. Jour après jour, notre Terre se réchauffe. Ce n'est pas la première fois, depuis 5 milliards d'années, que le climat change. Il y a eu des glaciations, des périodes torrides, des cataclysmes en tout genre. Et 5 grandes extinctions comme celle des dinosaures. À chaque fois, ces catastrophes ont anéanti la presque totalité des espèces vivantes. Chaque fois, la vie est repartie. Mais il a fallu des millions d'années pour trouver un nouvel équilibre. Aujourd'hui, nous avons accéléré le film. Ce que la nature faisait sur des milliers d'années, nous l'avons fait sur une vie d'homme. La machine climatique s'est emballée. Nous constatons déjà les premiers effets. Quasiment sous nos yeux, le glacier du Kilimandjaro est en train de disparaître. Et chez nous, dans les Alpes, les glaciers ont perdu la moitié de leur surface depuis 1850. Patrick Duncan, écologue au CNRS, nous prédit les conséquences de ce réchauffement. Les glaçons, ils fondent 80% moins en un siècle. Et les spécialistes nous disent que dans 20 ans, il n'y aura plus du tout si ça continue comme ça. Mais ce n'est pas la seule chose qui va être bouleversée sur la montagne dans les années qui viennent, parce que la végétation suivra les glaces et montera. Parce que c'est la température qui détermine où les bandes de végétation se trouvent sur la montagne. En bas, on a la forêt, après la zone de bambou, et en haut, la zone alpine. Alors on peut prendre Akili comme un témoin du monde en modèle réduit. Chez nous, en Europe, les forêts monteront aussi, et monteront vers l'Arctique. Et derrière, le milieu méditerranéen montera à travers la France en direction de Paris. Ces changements-là seront aussi spectaculaires que les changements ici. Et on verra donc les oiseaux méditerranéens typiques comme le guêpier, qui a déjà commencé à coloniser le centre de la France, les chênes verts, les plantes comme ça, et tout l'écosystème typiquement méditerranéen qui montera vers le centre de la France. Ce qui ne sera pas une mauvaise chose, parce que c'est un des milieux les plus riches en espèces au niveau mondial. C'est un point chaud de la biodiversité. Quand je parle de réchauffement climatique, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Oui, mais la Terre s'est toujours réchauffée, a toujours connu des périodes chaudes, froides. » Mais ce qui se passe maintenant, la différence, c'est que c'est très très vite. Et cette rapidité pose le problème de fond, c'est que les organismes n'ont pas le temps de s'adapter au changement. Les adaptations locales permettraient aux animaux de changer leur mode de vie, mais là, ça va trop vite. Et c'est pour ça qu'on est dans un spasme d'extinction actuellement. On est en train de perdre les espèces 100 à 1000 fois plus vite que le taux d'extinction de base. Ils n'ont simplement pas le temps de s'adapter. On a l'impression que devant l'ampleur du problème, il n'y a pas de solution. Et pourtant, des solutions, il y en a. Les personnes et les pays qui comprennent l'importance des enjeux ont déjà commencé à réduire leur impact sur la planète et l'atmosphère en particulier, le protocole de Kyoto. Et chacun d'entre nous peut prendre conscience de son empreinte sur la Terre et prendre les mesures nécessaires pour la réduire. Donc, c'est personnel. C'est personnel. Les solutions, il y en a plein, il faut les appliquer. Ces solutions sont à notre portée. Nous mangeons, nous nous habillons, nous nous déplaçons, nous chauffons nos maisons. À nous de trouver les bons gestes pour faire les bons choix afin d'alléger notre poids écologique sur la Terre. Si tout le monde gaspillait comme nous, je parle des Français, il faudrait 3 planètes pour satisfaire nos besoins. En revanche, si nous ne faisons rien, l'avenir se dessine déjà au Groenland. 40% de la banquise arctique a fondu depuis 1960. Et vous allez voir quelles sont les conséquences pour l'ours blanc comme pour les Inuits.
C'est un monde de l'extrême, le Grand Nord. Un monde ultime et absolu. Un univers de glace et de pureté où l'humain n'est encore qu'un intrus. Sur ce territoire règne un maître incontesté. « 800 kilos de muscles, de poils et de graisse, le plus grand carnivore terrestre, l'ours blanc. Il en subsisterait seulement 22 000 à travers la planète. Une force de la nature capable d'atteindre 40 km/h et de nager 100 km en une journée. À la sortie de l'hiver, l'ours polaire part à la chasse. C'est une période essentielle pour la survie de l'animal. Son festin, ce sont les bébés phoques sur la banquise, ce qu'on appelle les blanchons. L'ours recherche la viande, mais surtout la graisse du phoque. Il doit reconstituer sa propre couche de graisse qui augmente sa protection thermique. L'affaire semble bien réglée par les lois de la nature. Et pourtant, le maître des glaces vacille désormais. L'ennemi est sournois et inattendu. C'est le réchauffement climatique et la fonte des glaces. L'activité humaine et l'effet de serre ont fait grimper ici le mercure 2 fois plus vite que dans le reste de la planète. Et la banquise, gelée dans le temps par des milliers d'années, voit progressivement ce qui la faisait vivre commencer à fondre. Pour l'ours polaire, c'est une catastrophe. Des hivers plus chauds, des printemps précoces. La banquise, son territoire de chasse, se réduit progressivement. Sans banquise, pas de phoques, pas de graisse, et donc pas de réserve pour l'ours. La maigreur et la mort à coup sûr. À ce rythme, selon certaines études, l'ours polaire pourrait disparaître d'ici 100 ans. Dans le drame qui se joue là-haut, dans le Grand Nord, personne n'est épargné. Ni l'ours, ni l'homme. Pendant des générations, la culture des peuples inuits s'est faite à l'écart du monde, sur ces glaçons. Pour les 1300 habitants du Pernavik, au Groenland, le réchauffement n'est pas pour demain. Il est déjà une réalité. Nicolas Dubreuil est guide et spécialiste de ces régions du Grand Nord. Depuis 15 ans qu'il les sillonne, son constat est inquiétant. En 5 ans, cette baie du Pernavik, généralement en glace de novembre à début juin, est désormais pratiquement en eau dès la mi-avril. Et toute la vie des Inuits est à reconstruire. Regarde. Ah, la glace est mauvaise partout. Tu touches à peine, ça casse. Hier, j'essayais de passer par là-bas, mais j'ai renoncé. Trop dangereux. La problématique pour ces gens, c'est de trouver un chemin correct sur cette banquise qui est complètement hachée. Alors, ils utilisaient auparavant des chemins ancestraux que leurs parents, leurs grands-parents utilisaient. Maintenant, c'est plus possible et ils sont obligés de trouver des nouveaux chemins pour rejoindre les villages, pour faire des connexions entre les villages. Alors, ces nouveaux chemins sont beaucoup plus difficiles à trouver parce qu'ils sont obligés de passer par la montagne. Donc, c'est des chemins beaucoup plus longs et qui leur demandent beaucoup plus d'efforts, que ce soit en chien de traîneau ou en skidoo. Comme l'ours polaire, toute la communauté vit essentiellement de la chasse et de la pêche. Sur leur traîneau, les chasseurs ont été les premiers témoins de ce réchauffement dramatique et des changements sur la banquise.
Au large de la côte ouest du Groenland, la température moyenne a augmenté ces dernières années d'1,5 degré. Avant, elle se laissait parcourir sans danger sur des dizaines de kilomètres. Aujourd'hui, les chiens de traîneau, les meilleurs signaux d'alerte, se méfient et avertissent tant bien que mal leur maître. L'année dernière, je suis tombé avec mon traîneau et mes chiens. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Vous savez, ces accidents sont de plus en plus fréquents. La nature est donc un ensemble d'interactions et d'équilibres instables. Ce qui affecte l'ours affecte aussi l'homme. Mais le réchauffement climatique n'est pas la seule menace. Un autre ennemi, là aussi venu de très loin, atteint désormais l'Arctique. La pollution. À des milliers de kilomètres du Pernavik, les pays industrialisés rejettent dans l'air et dans les eaux des pesticides, des métaux lourds, du mercure. Les vents et les courants marins ont ramené ces polluants en Arctique. La concentration en substances toxiques est énorme dans les eaux et dans le plancton du Grand Nord. Au cours de leur existence, les crevettes accumulent toutes les substances toxiques solubles ingérées par le biais du phytoplancton qu'elles ont mangé. Et un beau jour, ces crevettes sont mangées par un poisson. Et le poisson, lui, nourrit le phoque. Au bout de cette chaîne alimentaire animale, l'ours polaire, à nouveau victime. Les polluants se concentrent dans les graisses. Justement l'alimentation que recherche l'ours. Au final, les substances toxiques sont 3 milliards de fois plus concentrées dans le lard de l'ours que dans les eaux où il nage. Mais la catastrophe sanitaire ne s'arrête pas à l'ours. Dans la chaîne alimentaire, il y a encore une dernière étape, encore plus préoccupante. Depuis des générations, la famille de Claudia se nourrit elle aussi de phoques. Et la chasse à l'ours est même autorisée dans certains quotas. Ici, c'est la tradition. Grand-père, tu sais ce qu'ils disent? Que le phoque que tu découpes est contaminé par des PCB, des polluants. Bref, que c'est toxique. Je ne comprends pas, depuis que je suis tout petit, je ne mange que ça. Je n'ai jamais été malade. Je ne pense pas que cela fasse du mal. J'ai bien entendu dire qu'à l'est du pays, ils ont des problèmes avec les ours. Et ironie de l'histoire, les morceaux crus, les plus gras, et donc les plus pollués, sont ceux qu'ils goûtent avec délice. Depuis des générations, on mange du phoque. On mange les reins, le foie. C'est un vrai régal. C'est comme du caviar, délicieux. L'incrédulité des habitants fait face à la froideur des statistiques. Les études sont encore récentes et discutées. Mais les conséquences de cette accumulation de toxines dans l'organisme des ours et des Inuits semblent terriblement inquiétantes, comme la baisse des défenses immunitaires et de la fertilité. Pour nous convaincre que tout va bien ici, Claudia nous emmène chez son amie qui vient d'avoir son deuxième enfant. Dans le cordon ombilical des nouveau-nés inuits, les polluants sont 20 à 50 fois plus élevés que nulle part ailleurs sur la planète. Le lait maternel des mamans pourrait même être classé toxique, et le nombre de cancers du sein a doublé en 10 ans. Mais Johanna, elle, ne s'inquiète pas. Je n'ai pas connaissance que les Groenlandaises soient plus malades qu'ailleurs. Ce que je sais, c'est que ma mère m'a nourrie au sein et que je fais la même chose avec mes enfants et qu'ils sont en pleine forme. Pour convaincre et mobiliser, un homme parcourt inlassablement la région. C'est Hans Christian, le directeur des écoles du district. Son combat, préparer l'avenir avec les jeunes. La décharge à ciel ouvert de la ville est devenue la base des cours d'écologie. Ces enfants ont hérité d'une pollution venue d'ailleurs. Pour comprendre et ne pas reproduire les erreurs des autres, ils doivent apprendre à étudier leurs propres déchets.
Une fois par semaine, les élèves notent soigneusement tout ce qui, dans nos modes de vie, tue la planète à petit feu et rend le monde malade. Si vous comprenez pourquoi vous devez arrêter ça, alors vous allez arrêter automatiquement. Et vous allez dire à vos voisins, ne faites pas ça, car si vous le faites, je vais être malade. Vous allez être malade, et les voisins de vos voisins le seront aussi. Et la ville d'à côté sera malade aussi, et le pays d'à côté aussi. Alors si je m'arrête, vous vous arrêtez. Il s'arrête, c'est ça la solution. Comment imaginer que cet environnement sans grand centre urbain, sans exploitation agricole, sans industrie, puisse être à ce point contaminé? L'Arctique est donc en danger par cette pollution invisible et le réchauffement climatique. Et désormais, il y a urgence pour le sauver, pour perpétuer ses ours et ses habitants. Demain, pourrons-nous encore filmer ces images incroyables d'un bébé ours blanc qui vient de naître? J'en suis pas sûr. On pourrait se dire c'est loin, la banquise, les ours blancs, les Inuits. À quoi bon? Eh bien, on a tort. Tout ce que nous faisons, chaque jour, là où nous vivons, a des conséquences à l'autre bout de la planète. Ne prenons pas la Terre pour un supermarché et une décharge, puisqu'elle est tout simplement notre maison. C'est incroyable, ce volcan dénudé, il n'y a plus de neige. J'ai vu ce volcan il y a 20 ans, tout blanc. Inouï. Il y a 1 million d'années, les premiers hommes sont partis d'ici, en Afrique, pour conquérir la planète. Nous en sommes tous leurs descendants. Nous nous sommes baptisés nous-mêmes Homo sapiens. Homo sapiens, ça veut dire l'homme sage, l'homme très sage. Alors soyons-le. Il faut absolument réagir et faire en sorte que notre Terre reste vivante. Il faut absolument suivre l'exemple de ces hommes et de ces femmes qui s'engagent partout à travers le monde. Et n'oubliez pas, l'homme n'est ni supérieur, ni extérieur à la nature, il en fait partie, tout simplement. Bonsoir. Merci à Hans Christians, qui apprend aux enfants à protéger leur environnement. Merci à Peter Banza, qui fait tout son possible pour sauver les hippopotames au Congo. Merci à Bob Brown, qui dénonce les crimes commis contre les forêts en Tasmanie. Merci à Jonathan Scott, mon vieil ami, qui n'a jamais pu abandonner ses lions. Merci au Dr O, qui guérit ses malades avec l'armoise à Noël. Merci aussi à Nora, qui cherche à faire cohabiter les éléphants avec les hommes. Merci à Carolina Vargas, qui essaye de sauver les espèces menacées du Pantanal. Merci à Benjamin Okalo, qui enseigne le respect de la forêt aux enfants du Kenya. Merci à Eddie Douglas, elle est déterminée et courageuse. Merci à Patrick Duncan, qui nous alerte sur la fonte du Kilimandjaro. Merci enfin à Mauricio Copetti, qui défend la biodiversité au Brésil, son pays. Cette émission est compensée carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire cette émission, entre les vols hélicoptères et les trajets en avion, nous avons rejeté dans l'atmosphère environ 170 tonnes de gaz carbonique ou gaz à effet de serre. Ça représente à peu près ce que rejettent 20 Français tous les ans. Pour être en accord avec nos convictions, nous avons décidé de compenser ce rejet en participant au projet Action Carbone de l'association goodplanet.org. Il s'agit d'aider concrètement une ONG française, le GERES, qui travaille au Cambodge. Cette association apprend aux Cambodgiens à fabriquer des fours en terre cuite plus efficaces, qui économisent le bois et réduisent les émissions de gaz carbonique.
Parce qu'au cours des 30 dernières années, la forêt cambodgienne a diminué de moitié. L'arrivée de ces fours plus performants permet de limiter la déforestation et bien sûr de lutter contre le changement climatique. Vous vous souvenez qu'on a parlé dans l'émission qu'environ 3 milliards de personnes dans le monde dépendent du bois pour se chauffer et pour faire cuire leurs aliments. Chacun des épisodes de cette série sera complété par une action de compensation de nos émissions de gaz à effet de serre. Pour nous, c'est très important.